tiens à remercier beaucoup Madame Zumkolke de m'avoir invité à parler de ce sujet dans le cadre de l'Institut d'études avancées de Paris. Oui, comme elle disait, j'ai commencé ma carrière en faisant une thèse sur les familles du bottin mondain. Et désirant rester sur l'histoire sociale des élites, mais désirant changer d'objet, je me suis donc intéressé aux familles de la grande bourgeoisie juive, sachant que c'est une réalité, la bibliographie était assez peu fournie sur ce sujet. Néanmoins, il y a eu assez rapidement le livre de Pierre Assouline sur les Camondos, qui a eu beaucoup de succès et qui a beaucoup contribué, je dirais, à faire connaître ces familles, je dirais, au public. Donc j'ai publié un livre au début de l'année qui était le fruit d'un certain nombre d'années de travail sur ce sujet, et donc dont vous avez le titre là, Une élite parisienne, les familles de la grande bourgeoisie juive. Ça a été publié chez CNRS Éditions, et donc je vais reprendre 2-3 grandes thématiques de ce livre, et puis un peu en introduction, je parlais aussi de la manière dont l'objet historique s'est constitué. Donc la thématique du livre, c'était, je dirais, une manière un peu globale de dire les formes de l'inscription de ces familles dans la société parisienne des débuts de la Troisième République à 1939. Alors en introduction, je vais m'arrêter sur ce qui fait la spécificité de ces élites juives. Tout d'abord, deux chiffres, 800 personnes, 800 juifs, entre guillemets, entre 500 et 800 juifs en 1800, 40 000 en 1900. Donc on a véritablement la constitution d'une société juive tout au cours du XIXe siècle à Paris. En effet, à la fin de l'Ancien Régime, Paris ne comptait pas parmi les zones privilégiées de résidence des Juifs. Les Juifs étaient essentiellement en Alsace et en Lorraine, en gros, a priori, à 70% d'entre eux. Une autre partie était dans le sud-ouest, c'était les familles séfarades originaires d'Espagne et du Portugal. Il y avait les Juifs du Pape, les Juifs du Sud et des Juifs de Provence, donc. Et a priori, c'était comme ça que les choses s'organisaient. Alors, à Paris, il y a entre 500 et 800 juifs qui sont, pour les séfarades, ce qu'on pourrait appeler les séfarades, plutôt, je dirais, dans le 5e, dans le quartier de la Sorbonne, et pour une population plus ashkénaze qui était déjà dans le 3e, ce qui correspond au 3e ou au 4e arrondissement de Paris. En 1900, donc, Paris compte 40 000, une communauté de 40 000 juifs qui représente 50% de la population juive française. Il est intéressant de s'arrêter un instant sur ce point parce que cette caractéristique d'une ville-capitale qui rassemble une très grande partie de la communauté juive nationale n'est pas propre à Paris. On le retrouve en Angleterre avec Londres qui rassemble même plus, puisque si Londres est à peu près à 50% aussi de juifs anglais. Aux Pays-Bas, Amsterdam, qui n'est pas la capitale, rassemble plus de 70% des juifs hollandais. On a un cas différent qui est celui de l'Allemagne, où là, les populations juives sont beaucoup plus dispersées, et Berlin ne rassemble que 20% des juifs allemands à la fin du XIXe siècle. Donc, je le disais, avec une population qui passe de 800 à 40 000, on a la constitution d'une société juive, ce que j'appelle une société, en fait, un groupe d'une communauté juive importante, avec à son sommet, entre guillemets, une élite juive qui, comment dirais-je, présente quelques caractéristiques particulières. Elle est, vous vous en doutez, de constitution récente. C'est une population, c'est une élite qui se constitue, entre guillemets, en un siècle. Et je pense qu'on peut la décomposer d'une part entre 30% de familles originaires des départements français à l'époque, du 19e, départements de l'Est, j'en ai parlé, du Sud-Ouest et de Provence,
et à 70% de familles d'origine étrangère. Alors, ces 30% de familles françaises, elles s'installent essentiellement au cours du premier tiers du XIXe siècle, et pour beaucoup d'entre elles, notamment pour les familles qui viennent de l'Est, c'est Paris qui va être le lieu de leur promotion sociale, de leur promotion économique. C'est là où, en gros, elles vont faire fortune. Alors, ces familles, Madame Zumkolke en a cité 3, mais enfin, nous avons les Fuld, les Alphen, qui sont probablement les plus célèbres, la banque Fuld, Salomon Alphen, le joaillier, une famille très riche très tôt, la famille Javal, les Worms, il y a 2 branches, les Worms et les Worms de Romilly, puis arrivé un peu plus tardivement, Kalman Levy, les David Weil, les Dodge de la Meurthe, les Lazare, les Ratisbonne, les C. Voilà. Quelques-uns des noms principaux. Les familles du Sud-Ouest, là, c'est un peu différent puisque ce sont des familles qui ont déjà, en fait, constitué leur fortune, ou en tout cas leur aisance, à Bordeaux ou à Bayonne. Les Rodrigue Henriquez, les Henriquez Rabat, les Sourdis et les Gradis. Elles vont venir à Paris, mais pour beaucoup, rester très étroitement liées à ce Sud-Ouest. Les Pereire, c'est un cas un peu différent. Les 2 frères Pereire arrivent dans la décennie, au début de la décennie 1820, et là, les frères Pereire sont issus d'une famille modeste, et c'est véritablement à Paris qu'ils vont faire fortune. Alors, les 70%, c'est les 2 tiers, entre guillemets, des familles qui constituent l'élite juive à la fin du XIXe siècle, sont donc ces familles étrangères. Elles arrivent plutôt entre le premier tiers et le deuxième tiers, c'est-à-dire c'est les 2 premiers tiers, leur arrivée s'échelonne au cours de ces 2 premiers tiers. Et à la différence des familles françaises, entre guillemets, ce sont des familles qui, pour un grand nombre d'entre elles, sont déjà riches ou ont déjà un certain patrimoine. Paris ne sera pas véritablement le lieu de leur ascension économique. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, elles sont assez nombreuses. L'essentiel, ce sont des familles qui viennent, entre guillemets, d'Allemagne, sachant que l'Allemagne est unifiée en 1871. Et donc, je vais citer quelques-unes d'entre elles. Vous connaissez un certain nombre, probablement, vous avez entendu certains noms, les Bamberger, les Baer, les Bischofsheim, les Cahen d'Anvers, les Elissen, Emden, l'Erlanger, les Goldschmidt, Heine, Hellbronner, le baron de Hirsch, qui s'appelle Hirsch de Geroldt, les Kahn, les Königswarter, les Kohn, les Renac, les Rothschild, naturellement, les Stern, Stiebel, Sulzbach, Westphaler. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un grand nombre de ces familles allemandes qui, pour beaucoup, sont originaires de Francfort. Francfort, capitale financière de longue date, et donc un certain nombre d'entre elles, les Elissen, les Goldschmidt, les Kahn, les Rothschild, les Renac, les Stern, viennent de Francfort. D'autres viennent de Bavière, les Königswarter, de Fürth par exemple, les Heine viennent de Hambourg, voilà. Alors, je ne sais pas si ce nom de Bischofsheim vous parle ou vous dit quelque chose. J'insiste toujours sur les Bischofsheim qui ont été une des familles les plus notables, les plus puissantes au XIXe siècle. C'est les Bischofsheim qui ont contribué pour beaucoup à la création de la Banque Paribas, et il n'y a plus de Bischofsheim aujourd'hui. C'est une famille complètement oubliée. Elle était, je dirais pas l'équivalent des Rothschild, mais enfin c'était une famille particulièrement importante, et je reviendrai un peu là-dessus. La dernière représentante, entre guillemets, de cette famille était Marie-Laure de Noailles, née Bischofsheim. Vous avez probablement entendu parler de Marie-Laure de Noailles, qui a joué un rôle important dans l'histoire culturelle et artistique de la France du XXe siècle. Alors je continue avec ma présentation de mes familles, des familles de l'Empire ottoman. Donc tout le monde connaît les Camondo maintenant, un peu moins les Alfassa, les Alphon ou les Hillel Manoa, qui étaient des familles qui venaient soit d'Istanbul, soit de Bucarest, et qui ont rejoint Paris plutôt là, vers 1860. Les familles russes, Bardak et Froussi,
Charles Froussy, directeur de la Gazette des Beaux-Arts, modèle de Swann, un des modèles de Swann de la recherche, la famille de Gainsbourg, les Poliakov, les Warszawski, des familles italiennes, souvent par les femmes, elles sont là beaucoup par les femmes, les Franchetti de Florence, les Hirschel de Minerbi et les Morpurgo qui viennent de Trieste. Les Morpurgo sont à l'origine de la création de la compagnie d'assurance Generali, les Léonino qui viennent de Gênes et qui connaîtront deux alliances avec les Rothschild, et enfin, famille entre guillemets de Tchécoslovaquie, la famille des Diamantaires Porges et la famille Proper. Voilà, très résumé. Voici une présentation, un petit tableau de ces grandes familles de ces familles de la grande bourgeoisie, que je n'appellerai pas aristocratie, parce que ça voudrait dire aristocratie de l'argent, ce qui ne me plaît pas. Certaines ont eu des comment dirais-je, des titres de noblesse conférés par des monarchies au XIXe. Voilà. Alors, donc, rappelons-le néanmoins, ces familles de dynasties étrangères arrive dans une ville, dans un pays qui a octroyé l'émancipation aux Juifs en 1790 et 1791. Et donc, ils bénéficient, à partir du moment où ils deviendront français, d'une citoyenneté pleine et entière. Et enfin, dernier point important pour ces familles étrangères, beaucoup ont des ramifications dans d'autres pays, et ça est très lié à leur activité de banquier. C'est une banque privée familiale et c'est une banque à maison sœur, entre guillemets, et donc c'est important de souligner ce point, j'y reviendrai. Alors juste très rapidement, le plan un peu de la recherche que j'ai menée, où je suis les familles, je dirais, de leur mode d'arrivée, de leur arrivée, tout ce qui relève de leur position professionnelle, et puis je traite beaucoup des alliances, de cette inscription aussi dans Paris à travers les alliances, et notamment les alliances avec l'aristocratie. Ça, c'est un point important, et ce sera celui sur lequel je vais parler aujourd'hui. Et puis, plus d'histoire, je dirais, culturelle, entre guillemets, et j'intègre la répartition spatiale dans cette définition. Où s'installe-t-il à Paris? Comment modèle-t-il le paysage parisien au travers de la construction d'hôtels particuliers? Et puis tout ce qui relève du mode de sociabilité, leur présence dans les cercles et clubs, les femmes qui ont tenu des salons, Geneviève Strauss notamment, les participations à la vie culturelle, leur rôle très important pour la vie musicale, leur rôle très important en tant que collectionneur et en tant que donateur dans les musées français, la philanthropie juive, la philanthropie médicale notamment, et puis tout un aspect sur leur position politique et leur rôle au cours de l'affaire Dreyfus. Ce sont des élites économiques, ce ne sont pas des élites intellectuelles, et c'est vrai qu'elles auront une attitude relativement neutre et relativement détachée au moment de l'affaire Dreyfus. Voilà. Alors, je trouve important de dire quand même un mot sur ce que j'appellerais la méthodologie pour vous expliquer comment l'objet s'est construit. La première des choses, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Juifs sont émancipés, ils bénéficient de la citoyenneté pleine et entière, et nous sommes dans un pays laïque, et donc distinguer, entre guillemets, des élites juives, d'élites chrétiennes, il faut s'interroger sur la manière dont on pouvait le faire, ce qui n'était pas évident, et donc ça m'a obligé à avoir plusieurs, je dirais, clés d'entrée. Alors, ça c'était un premier point. Alors, un deuxième point, c'est que, oui, j'ai travaillé sur le bottin mondain. Le bottin mondain, c'était 45 000 mentions, c'était 200 000 personnes. Donc là, on ne pouvait pas travailler sur l'ensemble du bottin mondain. Et donc, on travaillait sur un échantillon. Et j'avais travaillé à l'époque sur les thés du bottin mondain. Donc, j'étais spécialiste des thés du bottin mondain. Voilà. Bien. Alors là, ce qui est plus intéressant, c'est que ces élites juives, je vous parle de 40 000 personnes à Paris à la fin du 19e siècle,
On est 40 000 personnes, toutes classes sociales confondues, donc on est sur des populations d'élite qui sont numériquement moins importantes, naturellement. Or, il est clair que, je dirais, la pyramide sociale des Juifs est différente dans le sens où il y a une surreprésentation des classes moyennes et des classes supérieures, mais je pouvais avoir le sentiment d'embrasser l'essentiel de cette population d'élite, 10 000 personnes, 8 000 personnes, un certain nombre de familles, et de ce fait, en ne travaillant plus sur un échantillon, ça m'ouvrait des perspectives plus larges en termes méthodologiques, et notamment de travailler sur les réseaux d'alliances dont je vous parlerai tout à l'heure. Je ne suis pas là bloqué par une lettre, bloqué par une définition stricte, mais j'ai le sentiment d'avoir tout le monde, et ça me permet de faire des choses qui n'auraient pas été possibles si je n'avais pas eu tout le monde. Voilà. Alors, par ailleurs, je suis un historien quantitativiste, mais je ne fais pas vraiment de différence entre le quantitatif et le qualitatif. Donc, les deux choses sont liées et l'une nourrit l'autre. Et donc, oui, il y a une base quantitative dans mes travaux, mais je fais toujours appel à des textes, pour dire les choses telles qu'elles sont, qui permettent de mieux pénétrer, je dirais, les psychologies ou les cultures des individus. Et donc, là, travaillant sur une population qui, a priori, n'existait plus pour l'essentiel, je n'ai quand même pu aussi, parallèlement, réaliser... Donc, j'ai travaillé sur des sources qui étaient des mémoires, des journaux, etc., mais j'ai aussi réalisé des entretiens auprès de descendants de ces familles, ce qui m'a permis, d'une part, d'ailleurs, de récupérer, comment dirais-je, des archives, des documents familiaux, et d'autre part, de rentrer, d'avoir quand même une appréciation du milieu qui a été très intéressante. Alors, juste encore quelques mots sur la méthodologie. Donc, trois instruments principaux. D'abord, travailler sur, comment dirais-je, les mariages célébrés à la synagogue de la Victoire, qui est la grande synagogue construite au tout début des années 1870 et qui traduit véritablement, qui est une des traductions de, je dirais, cette émancipation des Juifs, de cette émancipation à la française des Juifs. Il y a un lieu de culte qui est imposant et qui traduit finalement l'inscription des Juifs dans la ville. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est la grande synagogue consistoriale parisienne, et c'est là où vont se marier l'essentiel des grandes familles de ma population, des grandes familles de la bourgeoisie. Alors, c'est a priori une synagogue plutôt ashkénaze. Il y a une synagogue de rite portugais qui est rue Buffo, mais on se rend bien compte en regardant les relevés de mariage que les familles séfarades de l'Ouest ou d'Italie ou de l'Empire ottoman viennent s'y marier, et ça ne pose pas problème. Le social, entre guillemets, là l'emporte. Je dis juste un mot sur l'Union israélite universelle, 1900... excusez-moi, le mouvement libéral. Le mouvement libéral apparaît, enfin, il y a la synagogue de la rue Copernic, le temple de la rue Copernic apparaît en 1907. Donc, je n'ai pas travaillé sur cette population-là qui était, je dirais, probablement beaucoup moins importante numériquement, et puis ça a mis du temps à se développer. J'ai travaillé sur ces familles qui se mariaient à la synagogue de la rue de la Victoire, sachant que même si les Juifs sont très déjudaïsés dans la seconde moitié du XIXe siècle, je dirais que ils ont une pratique qui est légère, probablement. Ils font les grandes fêtes, ils se marient religieusement pour l'essentiel. On n'est pas encore dans un système où ils ne vont même plus aller se marier religieusement. Donc je peux les appréhender, je les appréhende. Même s'ils sont peu religieux, ils se marient à la synagogue de la rue de la Victoire, et donc je peux les appréhender. Voilà, alors donc ça fait 2800 mariages qu'on étudie et qui permettent de voir un certain nombre de choses. Alors j'ai aussi constitué une base généalogique, parce qu'à partir du moment où, excusez-moi cette expression, j'ai vu que quand même ils se mariaient beaucoup les uns avec les autres,
c'était intéressant d'essayer de voir comment on pouvait décrypter ça un peu mieux, essayer de mesurer ça. Et donc, de ce fait, cela m'a conduit à constituer une base de données généalogiques qui contient aujourd'hui près de 15 000 personnes, de l'essentiel de ces grandes familles. Et puis, j'ai un peu travaillé sur les annuaires mondains, parce que les annuaires mondains permettent de récupérer un certain nombre d'informations plus sur la vie justement mondaine et culturelle. C'est les résidences entre guillemets secondaires qui sont plutôt des domaines et châteaux, c'est la présence dans les cercles et clubs, c'est des médailles, c'est un certain nombre de choses de ce type. Par ailleurs, l'aspect économique me semblait très important. On est sur une élite économique, on est sur une élite riche, et donc j'ai travaillé sur des contrats de mariage, d'une part. Les contrats de mariage étaient une source aussi très intéressante pour étudier ce qui se passe quand les riches familles juives s'allient avec des familles de l'aristocratie. Cette question du redorage de blason des familles de l'aristocratie, mais aussi la question était de savoir qu'est-ce que c'est qu'une grande fortune juive. Finalement, ça s'élève à combien? C'est constitué de quels actifs? Comment les choses évoluent? Et comment ces fortunes se situent-elles par rapport aux grandes fortunes chrétiennes, entre guillemets. Voilà. Alors, je reviens rapidement sur ce mode d'arrivée. Donc, je vous ai dit quand est-ce qu'elles arrivaient. Donc, j'ai pu à peu près dater pour chacune des familles le moment où elles arrivent. Donc, on voit bien qu'à la fin du XVIIIe, on a plutôt des familles françaises, les Fould, les Worms, les Alphen, les Javal, les Rodrigue Henriquez, etc. Les Rothschild arrivent dans la décennie 1810. Probablement, James de Rothschild arrive à Paris en 1811. Les Echtal aussi, qui vont se convertir très rapidement. Les Pereire, 1820. Et puis, à partir de 1830, on a beaucoup d'arrivées. De ces familles allemandes de Francfort, Elissen, Kulp, Stern, voire d'ailleurs de Fürth, Königswarter, etc., etc. Et puis vers la fin de la période, 1850-1860, les familles russes et les familles de l'Empire ottoman. Voilà comment ça fonctionne. Bien, alors, j'ai fait une longue introduction, et maintenant nous allons rentrer un peu dans deux sujets de manière plus approfondie, qui sont les comportements d'alliance. Et donc, je vais d'abord travailler sur les alliances intraconfessionnelles. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'espère que vous allez voir là. Est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas un petit... Je suis désolé, mais je n'y ai pas pensé, mais ce n'est pas très grave. C'est à ma taille, donc c'est bon. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la famille Bischofsheim. Donc, le but là pour moi, c'est de vous montrer la très forte imbrication par le biais des alliances de ces familles. Elles se sont repérées, entre guillemets, comme famille d'élite très rapidement. Donc, Bischofsheim, lui, c'est le fondateur de cette dynastie. Il va mourir en 1814 et il va avoir 5 enfants, dont 2 fils et 3 filles. Les Bischofsheim, le fils va épouser une Goldschmidt. Les Goldschmidt sont... c'est très bien ça. Les Goldschmidt sont une famille de Francfort, une famille puissante de Francfort. L'autre frère va lui aussi épouser une Goldschmidt, et c'est la sœur de celle-là. Donc on retrouve un système où on a 2 frères qui vont épouser 2 sœurs. On rapproche les familles. Vous voyez, c'est important. Amélie Bischofsheim épouse un Bamberger, là aussi, très grande famille. Un des descendants va être fondateur de la Deutsche Bank, un autre va diriger Paribas. Voilà. Là, les Belmont, c'est une famille de Francfort, Schöntal, et un des Belmont va partir à New York, va être représentant des Rothschild à New York, il va avoir une carrière politique, il va même être un des présidents du Parti démocrate. Voilà, Belmont. Je retrouve ma Goldschmidt, et là, Cahen d'Anvers, grand banquier allemand parisien. Voilà, donc on voit
forte imbrication. Alors, je descends d'une génération. Là, une fille d'un des mariages Bischofsheim-Goldschmidt va épouser un monsieur Baer, grande famille de banquiers de Berlin. Henri-Louis Bischofsheim, qui va s'installer en Angleterre, épouse une demoiselle Biedermann. Les Biedermann sont une famille très importante de Vienne, de joailliers de Vienne. Là, Rudolf Bamberger, qui sera, lui, un des fondateurs de la Deutsche Bank, épouse une demoiselle Seligmann qui est famille moins prestigieuse, entre guillemets. On retrouve là, à cette génération, un nouveau mariage, un mariage Bamberger-Belmont, que je retrouve d'ailleurs ici. C'est un mariage entre cousins. Donc on reste dans une grande proximité familiale. Ce Bamberger-là va épouser une de Hirsch, qui est la sœur de Maurice de Hirsch. Alors je ne sais pas si vous voyez qui est Maurice de Hirsch. Il était considéré comme le juif le plus riche d'Europe. Il a construit le train, il a été le promoteur du train entre Vienne et Istanbul. C'était quelqu'un d'immensément riche et qui a joué un rôle de philanthrope extrêmement important en aidant les juifs russes notamment à quitter la Russie et à s'installer soit aux États-Unis, soit en Argentine. C'est un personnage passionnant. Il y a eu une biographie qui a été rédigée par Dominique Fricher sur Maurice de Hirsch. Et donc là, la sœur épouse ce Bamberger. Et là, je passe aussi, c'est moins intéressant. Je continue la descendance à la troisième génération. J'ai eu mon fondateur, génération numéro 1, les 5 enfants que je vous ai montrés tout à l'heure, et la troisième génération. Je retrouve mon Maurice de Hirsch, qui donc épouse une Bischofsheim. Donc là aussi, c'est un mariage entre cousins. Maurice, on avait Amélie, et donc les Bischofsheim, enfin, c'est un système de cousinage. Je retrouve un mariage avec des Goldschmidt. Là, Ferdinand Bischofsheim, lui, il ne se comporte pas matrimonialement parlant comme les autres. Il va épouser une Américaine qui n'est pas juive, qui est protestante. Voilà. Bon. Et enfin, cette dernière Bischofsheim va épouser un monsieur Montefiore-Lévy. Montefiore-Lévy, il a une mère Montefiore, un père Lévy. Ce sont des juifs italiens. À l'origine, les Lévy viennent de Livourne. Les Montefiore vont s'installer pour beaucoup en Angleterre. Et il y a un très célèbre personnage, Moses Montefiore, qui, je ne vais pas vous raconter son histoire, mais enfin, ça a été vraiment le grand leader de la communauté juive anglaise. Et donc, on est dans une élite, là, toujours dans une élite juive européenne et anglaise. Voilà. Et donc, mon dernier enfant, Clara, qui a épousé Cahen d'Anvers. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Là aussi, c'est un mariage dont je ne parle pas, mais j'ai un autre nouveau mariage avec les Montefiore-Lévy. Excusez-moi, mais là, il devrait y avoir Lévy-Montefiore. J'ai quoi d'autre? J'ai 2 sœurs Morpurgo qui vont épouser 2 frères Cahen d'Anvers. Je vous ai dit tout à l'heure, les Morpurgo, c'est quoi? C'est les familles de Trieste qui est à l'origine de la compagnie, de la grosse compagnie d'assurance Generali, donc une famille très importante. Et enfin, Albert Cahen d'Anvers va épouser une demoiselle Warszawski, qui est la fille d'un grand promoteur de chemin de fer russe. Voilà. Donc on a des fortes imbrications et une élite internationale. Bon, ça se passe comme ça. Alors, je ne vais pas parler des Ottomans, c'est moins intéressant. Alors, je vous montre ça. Il y avait l'idée, méthodologiquement, qu'est-ce qu'on peut faire là? J'ai mes généalogies, j'ai toutes ces dynasties, comment on peut faire? Alors j'ai d'abord fait quelque chose qui est simple, que je vous montre là, qui était de faire une sorte d'analyse de réseau, c'est-à-dire de voir quand un Rothschild est lié à un Baer, je tire un trait entre les 2 dynasties. Vous voyez? Et donc la question que je posais, c'était la mesure. Comment peut-on mesurer l'intensité d'un réseau d'alliances quand on a vraiment des gens qui ont l'air vraiment beaucoup de se marier les uns avec les autres? Et donc ça a donné ça. Et donc
Il y en a trois. Il y a trois périodes qui sont observées. Je vais vous les montrer. Donc là, on a le début. On a la constitution d'un réseau. Et puis, on a une période où là, le réseau, il est vraiment plus intense. Il y a une plus forte imbrication. Il y a une plus forte intensité. Et puis, il y a un dernier moment, où une troisième période, où on voit bien que le réseau commence à se déliter. Là, je ne vous montre que des dessins. Ça, c'était associé. Ces dessins sont associés à des indices numériques qui prouvent ce que je vous dis là, ce que vous voyez quand même, ce que vous arrivez à sentir. On a un, comment dirais-je, ça se délite progressivement. Bien. Pourquoi? Pour diverses raisons que je vais aborder, notamment la première, la seconde étant, je vais tout de suite vous dire la seconde étant les mariages avec l'aristocratie. Mais la première, c'est aussi une question économique. Donc, mon élite juive parisienne, qui est parisienne mais qui est en fait européenne, elle est, pour beaucoup, ce sont des banquiers, ce sont des financiers. Alors, en termes de banquiers, ce sont d'ailleurs, cette différence est toujours un peu compliquée. Alors, ce sont des gens qui sont, oui, des banquiers pour beaucoup, des négociants pour certains, mais moins, les Worms, par exemple, les Louis Dreyfus, ce sont des négociants. Et puis des industriels, mais moins. Les Dutch de la Meurthe, la fondation Dutch de la Meurthe, comment dirais-je, la cité universitaire a été créée par les Dutch de la Meurthe. Donc les Dutch de la Meurthe, c'est une fortune industrielle, c'est le pétrole. Mais il y a d'autres fortunes industrielles. Les Hélicènes, c'est de la banque et de l'industrie électrique. Et ce qui est moins connu, les Fould, il y a toute une descendance qui est de la banque, mais il y a toute une partie, une autre branche de la famille qu'on appelle les Fould de l'Est. Et les Fould de l'Est, c'est les forges de Pompée, c'est les chantiers navals de Saint-Nazaire, etc., etc. Donc, on a aussi des industriels. Mais maintenant, je vais parler essentiellement, je dirais, du monde de la banque. Donc, la banque privée, au 19e, comme vous le savez, c'est une banque essentiellement familiale. Elle est juive, elle est protestante, elle est aussi un peu catholique. C'est une banque qui repose sur des capitaux familiaux, privés, et qui vont répondre, pour beaucoup, aux besoins de financement des États. Ça a été le cas des Rothschild en particulier, qui était la fonction essentielle des Juifs de cour au XVIIIe, mais aussi au XIXe, au début du XIXe. Donc, financement des États et financement du commerce international. Et puis, à partir du moment où il y a eu le début de l'industrie en France, et notamment de l'industrie des chemins de fer, ils ont contribué, ces banques privées, à notamment financer un peu, dans les années 1830, l'industrie des chemins de fer, les premières voies. Sachant que, un autre point qui est important, c'est que ces banques privées, juives mais aussi protestantes, sont donc des banques, comme je vous l'ai dit tout au début, qui travaillent en réseau. Donc, les Stern, ils sont à Francfort, ils sont à Berlin, ils sont à Londres, ils sont à Paris, tenus par des membres de la famille, à chaque fois. C'est toujours quelqu'un de la famille. Les Rothschild, j'aurais dû commencer par ça, puisque tout le monde sait que les 5 flèches du cycle de la banque Rothschild, c'est Meyer Amschel qui fonde sa banque à Francfort et qui a l'intelligence d'envoyer son fils Nathan d'abord à Manchester, puis à Londres, et puis un autre fils, Salomon, à Vienne, James de Rothschild à Paris. Il y a un de ses fils qui va s'occuper de la banque de Francfort, et puis il y en a un qui va partir à Naples, Karl Mayer, et voilà. Donc, il essaime. Et ce principe-là, c'est un principe qui est fréquent, commun, pas uniquement juif, entre guillemets, les protestants font la même chose, et dans mes familles juives, je retrouve beaucoup ça. Les Kahn,
les Königswarter, je vous ai dit les Stern, je vous ai dit les Bischofsheim, les Rothschild, etc. Les Raphaël, tout ce monde-là fait ça comme ça. Alors si je reviens à ma situation française, c'est que on a des banques qui prêtent aux États, qui prêtent à l'État français, on a des banques qui financent le commerce international, qui commencent à financer l'industrie, et puis qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est la révolution industrielle en France, surtout à partir du Second Empire, c'est vraiment un grand démarrage, et là, elles sont sur des fonds privés, elles ne peuvent plus suivre, si je suis très schématique. Elles n'arrivent pas, donc elles vont contribuer, ces banques, à la création, d'une part, des banques de dépôt et des banques d'affaires. Ça a été l'idée géniale des Pereire avec le crédit immobilier en 1852, c'est d'offrir des moyens de financement à l'industrie, de telle sorte de répondre aux besoins de financement d'une industrie naissante, le crédit immobilier 1852. 20 ans plus tard, c'est la création de la Banque de Paris et des Pays-Bas, 1872, pour beaucoup créée, promue par ces familles juives et de banques privées, et pas uniquement juives d'ailleurs. Si on regarde les principaux fondateurs et les membres du conseil d'administration de Paris-Bas en 1872, vous retrouverez les Bischofsheim, vous retrouverez les Goldschmidt, etc., etc. Qu'est-ce qui va donc se passer pour cette banque privée juive ? Elle va en fait être obligée de changer, entre guillemets, un peu d'activité, et puis par ailleurs, il va y avoir pour certaines d'entre elles un début de déclin qui sera lié aussi au fait qu'il y a le problème de la transmission des talents, et elles ne vont pas toutes trouver des successeurs, enfin les fondateurs ne vont pas toujours trouver des successeurs, et puis voilà, il y a le problème de la transmission des talents, de l'énergie, etc., etc. Donc d'une part, pour des raisons économiques, elles sont un peu moins bien, elles changent un peu de métier. C'est le cas de Lazare, par exemple, qui s'est mis dans l'ingénierie financière et dans le conseil. La banque Rothschild a su se maintenir, mais la banque Fould, globalement, a beaucoup baissé. La banque Stern a disparu dans les années 30. Les Camondo n'existent plus en termes de banque dès 1910, enfin non, pas 1910, ils se sont retirés globalement de l'activité économique. On a des gens qui, dans certains cas, sont devenus en fait un peu des familles de rentiers qui vivaient sur un patrimoine très important, mais qui n'avaient plus de rôle actif économiquement. Voilà. Et puis, dans certains cas, même si je prends l'exemple des Bischofsheim, ils n'ont pas pu se reproduire, entre guillemets, physiquement. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de Bischofsheim très rapidement. Donc, voilà, la disparition. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, puisque ces banques déclinent, donc les réseaux d'alliances eux-mêmes vont nécessairement se déliter, puisque ce qui faisait qu'il y avait des forts liens entre eux, c'était des raisons économiques. Si ces raisons économiques sont moins prégnants, eh bien globalement, les mariages, la forte imbrication des mariages va être moindre. Et puis par ailleurs, il y a l'acculturation au sein d'une société parisienne, londonienne, berlinoise, etc., qui fait que, ma foi, on va aussi se marier avec des gens qui sont géographiquement plus proches. Alors, ce que je vous propose, c'est d'évoquer maintenant, je parle là depuis 3/4 d'heure, il me reste donc un quart d'heure à peu près, de vous dire un mot sur les alliances avec l'aristocratie. C'est une vision aussi du monde social parisien du 19e, qui est une sorte de fusion des élites, et auxquelles vont contribuer, comment dirais-je, ces familles de l'aristocratie juive. Alors, le journal de Constance de Castelbajac, marquise de Breteuil, qui a été publié par Éric Mention-Rigaud il y a quelques années, je vous laisse découvrir ce texte. Les mariages entre juifs et chrétiens se vulgarisent beaucoup. On a beaucoup crié dans le commencement, mais s'il fallait continuer, les mères de l'Église auraient le gosier sec, car maintenant cela se fait partout et dans toutes les classes. Le duc de Gramont a donné le signal en épousant une Rothschild.
Le prince de Wagram en a épousé une autre. La duchesse de Richelieu et la duchesse de Rivoli sont juives aussi. Ce qu'elle dit n'est pas complètement juste, dans le sens où ce n'est pas les Rothschild qui ont lancé le mouvement, entre guillemets. Le mouvement est antérieur. Il y a des demoiselles de Haber qui ont épousé dès 1844 et 1843, alors que là, ces mariages sont bien postérieurs. Donc, on a un mouvement qui va, je dirais, apparaître 1850, 1860, mais plus évidemment 1870, 80, etc. Alors, je reprends mes petits exemples de généalogistes, entre guillemets. Donc, on cite les deux mariages de filles de Mayer-Karl de Rothschild, qui lui est revenu à Francfort après avoir séjourné longtemps à Naples, mais ils ont fermé la maison de Naples. Donc il est venu prendre la suite de son frère Anselme, qui lui n'a pas fait d'enfant. Donc et il vient diriger la maison de Francfort. Et donc oui, on a deux filles là de Mayer-Karl qui vont épouser Antoine de Gramont, Agénor Alfred de Gramont et Louis-Marie Alexandre Berthier de Wagram, petit-fils du maréchal. Mais là, on a quand même un mariage Rothschild-Rothschild, et même, en fait, les trois sœurs aînées sont restées, je dirais, dans une tradition qui était d'épouser des Rothschild, parce que les Rothschild se sont beaucoup mariés avec les Rothschild, parce que finalement, on conserve le patrimoine au sein de la famille, on maintient des liens, etc. etc. Donc, trois mariages Rothschild, et puis les deux dernières épousent des aristocrates. Je passe celui-là. Alors, deuxième exemple, Léopold Goldschmidt, on l'a déjà vu tout à l'heure, il avait épousé une Bischofsheim, donc on est quand même... Et lui, alors là, on a trois filles qui vont se marier dans l'aristocratie. Marie-Emma, Louise Hortense et Clara Goldschmidt, qui se marient, une avec un Villeroy de Gallo, une avec Sartige, et là, avec un monsieur Pastré. Déjà, première chose, oui, pour les deux premiers, c'est un mariage dans l'aristocratie. Probablement, on peut penser qu'il y a du redorage de blason, mais dans le troisième cas, ce n'est pas du tout ça, puisque les Pastré sont des négociants, armateurs marseillais, richissimes, et c'était peut-être un mariage d'amour. Voilà. Excusez-moi, Alors, pour ne pas rester trop sur les exemples, je prendrai juste un dernier exemple qui est le prince de Faucigny-Lucinge. Le prince de Faucigny-Lucinge, donc là je regarde du côté de l'aristocratie, là, très grande famille. Donc le prince de Faucigny-Lucinge, lui, il se marie avec, d'une part, une Ephrosie. Les Ephrosis sont une famille russe, je vous en ai parlé tout à l'heure, originaire d'Odessa. Et puis, comme elle meurt, il va épouser une Caïne d'Anvers par la suite. De telle sorte qu'il se mariera d'ailleurs une troisième fois, parce que toutes les deux, il les enterre toutes. Et comment dirais-je, et alors, un journaliste a dit à son propos, au moment de son second mariage, « Mon prince, vous accaparez ». Voilà, c'est une assez jolie formule, je trouve. Voilà. Et enfin, juste une dernière chose, c'était, je vous parlais tout à l'heure de la dernière des Bischofsheim, donc Marie-Laure Bischofsheim, qui va épouser Charles de Noailles. Charles de Noailles et donc Marie-Laure de Noailles. Donc son père était Maurice Bischofsheim, qui avait lui aussi déjà épousé une aristocrate. Là, on était vraiment dans une stratégie de redorage de blason. Elle est très riche, donc elle épouse Noailles, et ils vont, je dirais, avoir un rôle. C'est eux qui financent le film de Buñuel, L'Âge d'or, en 1928. Ils habitent place des États-Unis. Ils font construire par Mallet Stevens une villa tout près de la presqu'île de Gien. Je ne me souviens plus très exact. Je me souviens plus du nom exact. Hier, voilà.
Donc voilà. Alors, je vais continuer sur de savoir qui sont ces aristocrates qui vont épouser des jeunes filles, pour la plupart de l'aristocratie. On pourrait se dire, oh, ben, quand même, quand on fait partie des plus grandes familles de l'aristocratie, le catholique, on ne va pas convoler avec des partis juifs parce que une certaine partie de l'aristocratie, mais c'est pas du tout général, entre guillemets, peut-être les regarder un peu de haut. Et au contraire, on se rend bien compte que c'est la noblesse authentique et prestigieuse qui, pour beaucoup, va se marier, va faire épouser à ses fils des partis juifs. Vous voyez ? Et donc, on a des pourcentages, là, vous voyez, immémorial, anobli d'Ancien Régime, on arrive à 47%, alors que ce que j'appellerais la noblesse d'apparence, c'est-à-dire des gens qui s'appellent de quelque chose, mais qui ne sont pas des nobles authentiques, entre guillemets, bon, ben on a 2 mariages sur 3, et ça augmente un peu au XXe siècle. Donc j'insiste sur le fait que, globalement, ce sont des grandes familles qui vont, qui vont épouser des partis juifs. Et par ailleurs, c'est beaucoup, au XIXe, pour la noblesse authentique, un homme chrétien, c'est-à-dire un aristocrate, qui va épouser une jeune fille, une fille de banquier juif. C'est beaucoup comme ça. Mais c'est les moins au XXe siècle. Vous voyez, on a ce cas de figure dans 88% hommes chrétiens, femmes juives au XIXe, et on baisse à 61%. Ça veut dire qu'au XXe siècle, on a aussi des mariages d'hommes juifs avec des jeunes filles, des jeunes femmes, de l'aristocratie authentique. Les chiffres sont moins marqués avec la noblesse d'apparence, où, je dirais, le gender, enfin l'aspect genre joue moins. Homme chrétien à 64, et là ça ne bouge pas au XXe siècle. Alors, un autre point qui est important, c'est, on sait l'importance du rang de naissance, de l'aîné dans les familles de l'aristocratie. Est-ce qu'on va faire épouser la jeune fille d'un milieu de finances juives à l'aîné ou au cadet? Est-ce que justement on ne va pas cacher la chose en faisant marier le cadet? Non, pas du tout. On va plutôt faire... C'est plutôt l'aîné qui va, donc le détenteur du titre, de tout le capital symbolique fort de la famille, de la dynastie, qui va se marier dans ce milieu-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des jeunes filles de la société juive, là, on va avoir souvent des fratries entières. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ou en tout cas 2 sœurs. Ce n'est pas une seule, mais c'est 2 sœurs, 2 Caroline et Clémence de Haber, Marguerite et Berthe de Rothschild, Marie-Louise Stern et Lucie Henriette Stern. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a vu les 3 filles de Léopold Bénédicte Goldschmidt. 2 filles Porges, 2 filles Finali, 2 sœurs Porges, 2 sœurs Finali. Donc ça, c'est unique, et j'insiste, ça ne se verrait pas du tout dans les familles de l'aristocratie. On ne va avoir qu'un seul représentant de la famille qui va épouser une fille de la bourgeoisie juive. Alors, excusez-moi, je regarde en fonction du temps qui me reste ce que je peux vous dire. Si je vais vous parler de la question des conversions. Alors, comment ça se passe religieusement parlant, entre guillemets? On a des familles catholiques. Comment ça se passe? Là, je reprends l'exemple de Léopold Bénédicte Ayoum, donc avec 3 mariages avec des partis catholiques. Donc, soit le parti juif se convertit avant le mariage, et à ce moment-là, il y a une célébration, une cérémonie religieuse possible, entre guillemets, soit le parti juif refuse de se convertir, ou en tout cas n'est pas mûr pour la conversion, etc., etc. Et à ce moment-là, le parti catholique qui veut qu'il y ait une cérémonie religieuse
doit faire une demande de dispense d'empêchement pour disparité de culte. Il y a un empêchement pour disparité de culte. Il ne peut pas y avoir de mariage religieux. Donc on va demander au pape une dispense. On va demander au pape qui va répondre, soit lui, soit généralement ça pouvait monter uniquement au niveau de l'évêque, mais enfin bon, c'était très fait avec, je dirais, beaucoup de sérieux, entre guillemets. Alors, vous avez là un texte qui dit justement les conditions, c'est-à-dire les 10 futurs époux se sont engagés par écrit sous la foi du serment à remplir toutes les conditions imposées par le souverain pontife concernant le baptême et l'éducation catholique des enfants de l'un et l'autre sexe à naître de leur futur mariage. Donc ça veut vraiment dire que la jeune femme doit admettre que ses enfants seront élevés dans la religion catholique et qu'on espère bien qu'elle-même va la rejoindre. Si ça n'a pas été fait avant le mariage, on espère bien que ça soit fait après le mariage. Et par ailleurs, la cérémonie ne peut pas être aussi, comment dirais-je, grande et somptueuse que si c'était fait, si ça unissait deux parties catholiques, enfin avec quelqu'un qui s'est converti. Alors, pour beaucoup, les jeunes filles vont accepter de se convertir avant le mariage et on a des textes assez parlants quand même d'actes de baptême. Je vous laisse les découvrir. Alors, je vais terminer en disant un mot sur les arrangements financiers. Ces mariages, sans doute, ont donné lieu à des négociations qui, naturellement, et des décisions et des arrangements qui vont apparaître au travers des contrats de mariage. D'abord, c'est très clair, dans quasiment tous les cas, il y a un contrat de mariage. Je vous rappelle que ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un contrat de mariage, que on peut, comment dirais-je, le régime de communauté de meubles et à quai est le régime légal au 19e. Si je ne vais pas voir un notaire, ça sera le régime qui me sera appliqué. Donc si ces couples-là vont chez le notaire, c'est parce qu'il y a des véritables arrangements. D'accord ? Donc ça, c'est important. Alors quel est le type de contrat qui ont été signés? Est-ce qu'il y a vraiment un désir de la part de ces familles riches qui s'allient avec des familles plus pauvres, entre guillemets, de se protéger? Oui, pour le cas des familles les plus riches, où là, c'est un régime de séparation. Les Rothschild, c'est des régimes de séparation. On est plus ou moins généreux avec le futur conjoint, mais on reste quand même, il y a un contrôle fort. Il y a beaucoup de régimes dotal avec société d'acquêt. Donc, régime dotal, donc il y a une dot, la dot doit revenir à l'épouse par la suite. Mais il y a une société d'acquêt. La société d'acquêt, ça veut dire quoi, symboliquement parlant? Ça veut dire que quand même, la conjugalité est reconnue, entre guillemets, et le couple va exister en soi, en lui-même, et donc ils vont pouvoir construire des choses, même économiques, qui vont se répercuter, entre guillemets, qui vont se traduire dans cette société d'acquêt. Voilà. Donc, pour les familles les plus riches, plutôt la séparation, sinon des arrangements où, ma foi, on protège quand même relativement le parti juif. Par ailleurs, il n'y a pas que des cas, et je finis là-dessus parce que ça a été quand même une de mes grandes surprises, c'est qu'il n'y a pas que des cas de redorage de blason. Il y a eu des mariages à patrimoine égal à peu près.
Donc ça existe aussi. Voilà. Alors, quand je dis que le mariage avec l'aristocratie, c'est l'apport de patrimoine très important, je vous montre quelques montants de succession de certaines familles qui, par la suite, verront leur progéniture se marier dans l'aristocratie. Ferdinand Raphaël Bischofsheim lègue 14 millions de francs or à ses deux fils, Maurice en 1904 et Louis-Guillaume en 1900. Enfin, il a deux fils, Maurice et Louis-Guillaume, sachant que Maurice, donc, c'est celui qui va donner lieu à ce mariage. Marie-Laure Bischofsheim qui épouse, je ne sais plus son prénom, Noailles. Voilà, bien. La fortune de Samuel de Haber est de 95 millions de francs or, une fortune absolument colossale, et sa fille va se marier 3 fois, et 3 fois dans l'aristocratie. Regina Goldschmidt née Bischofsheim lègue 76 millions de francs or, on les a vus tout à l'heure, des filles se sont mariées dans l'aristocratie, etc., etc. Excusez-moi, c'est un peu, comment dirais-je, simple, prosaïque de dire ça et de montrer ça comme ça. Néanmoins, c'est aussi la réalité, je veux dire, de la chose. Voilà. Alors, je terminerai sur l'évolution de ces mariages que je qualifie de mixtes, en faisant une courbe qui a été construite un peu empiriquement, mais enfin qui repose quand même sur une base statistique de 500 mariages, donc c'est pas mal. Donc tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que là, vous avez en bleu la courbe avec la noblesse, les mariages avec des représentants de la noblesse, et puis là, une courbe avec des représentants de ce que j'appellerais la bourgeoisie. On voit bien là que pour la noblesse, on a une courbe qui monte et puis qui redescend. C'est un moment où les familles de l'aristocratie, globalement à la fin du 19e, relativement en perte de vitesse, de pouvoir politique, de pouvoir économique, baisse de la rente, etc., qui conserve uniquement finalement son pouvoir symbolique, son capital symbolique, pour reprendre une expression sociologique, son capital social, mais beaucoup symbolique. Donc, on a ces mariages qui, en fait, vont disparaître, enfin, s'arrêter. Et c'est un phénomène qu'il faut absolument mettre en parallèle avec le phénomène du mariage avec les riches héritières américaines. C'est exactement pareil, c'est exactement au même moment. C'est Bonnie de Castellane qui épouse, je ne sais plus, Gould, voilà. C'est ça. Et je ne sais pas si vous... Alors, ça existe en France, ça existe aussi en Angleterre. On a l'exemple dans cette série très célèbre Downton Abbey. Je ne sais pas si vous avez regardé Downton Abbey. Downton Abbey, Monsieur Crowley, qui est donc Lord Grantham, sa femme est américaine et le père de sa femme est juif. Alors, le cumul juif et américain. Et elle apporte l'argent à cette famille de l'aristocratie. D'ailleurs, un certain nombre d'épisodes sont là-dessus, tournent autour de ça. Voilà. Donc c'est important de voir que c'est un moment de l'histoire de l'aristocratie. Et puis là, alors à l'inverse, pour la courbe de la bourgeoisie, eh bien, on a une ouverture progressive d'un certain nombre de familles probablement moins prestigieuses économiquement du côté des familles juives, qui vont s'ouvrir. Il va y avoir des mariages avec des protestants, avec des catholiques, et ça va relativement exploser, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas la courbe là, moi je me suis arrêté là, mais il y a une très grande mixité matrimoniale, confessionnelle à ce moment-là. Voilà, bah écoutez, j'ai parlé 1 heure, je vais m'arrêter maintenant.